Intracornéens qui parfois ne sont pas toujours efficaces et qui peuvent éventuellement donc être rattrapés par l'équipement lentilles rigide, eh bien il faut voir comment éviter les échecs. Et donc Olivier Prison va nous parler de la meilleure manière d'optimiser l'implantation d'anneaux intracornéens. Merci David. Merci à tous les organisateurs de la Saphir pour cette invitation. Donc on va parler des anneaux intracornéens et voir jusqu'où on peut aller avec ces dispositifs. Un petit rappel sur la chirurgie conservatrice du kératocone, dont les objectifs sont d'une part la réhabilitation visuelle et d'autre part la stabilisation. On va surtout parler aujourd'hui de réhabilitation visuelle du kératocone chirurgical. Donc réhabiliter la vision du kératocone, ça revient à régulariser la cornée. Pour cela, il y a deux moyens, les anneaux dont on va parler et une deuxième méthode ablative, le laser excimer topoguidé. Le laser excimer, comme on enlève du tissu cornéen, on le fait systématiquement avec du cross-linking, ce qui permet de stabiliser l'évolution quand toutefois la maladie est évolutive. Les anneaux intracornéens varient par plusieurs paramètres. Ils varient d'une part par le diamètre de leur zone optique. On pose essentiellement des anneaux de 5 mm qui ont un effet beaucoup plus fortement régularisateur que les anneaux de 6 mm. Ils varient également par leur longueur angulaire. Plus la longueur angulaire est courte, plus on va aplatir la cornée de manière très sélective et donc corriger de l'astigmatisme. Et au contraire, plus l'anneau est circulaire, plus on va avoir tendance à corriger de la myopie sans corriger de l'astigmatisme. Ils varient par leur épaisseur. Plus l'anneau est épais, plus il a d'effet d'aplatissement. Et donc, à ce titre, sont apparus récemment des anneaux asymétriques qui ont un gradient d'épaisseur. Et par exemple, ici, les anneaux de 160 degrés commercialisés par Medifacos, qui ont l'extrémité la plus épaisse distale et l'extrémité proximale 100 microns plus fine. Ils existent également en version 330 degrés, où c'est vraiment le corps de l'anneau qui est plus épais que les deux extrémités proximales. On a récemment publié dans Cornea la première et la seule étude rétrospective sur les anneaux 160 degrés asymétriques. Voici un exemple pour montrer l'effet torique des anneaux. Donc ici, on a un kératocone qui est très avancé, puisque le Kmax est à 60, et surtout qui a un très fort astigmatisme direct à 10 dioptries. Donc, comme on l'a dit, on n'a pas beaucoup de myopie en équivalent sphérique. On va utiliser des anneaux de longueur angulaire courte, donc ici 2 anneaux de 120 degrés, qui vont avoir un très puissant effet torique, et qui va permettre de réduire fortement, voire quasi d'annuler la toricité de cette cornée. Vous voyez en bas la carte différentielle qui montre l'effet d'aplatissement torique. On a pratiquement 9 dioptries d'effet torique. Inversement, un autre kératocone qui a peu d'astigmatisme, mais par contre qui est très cambré avec un kératocone central, où là on va chercher à poser des anneaux qui vont surtout avoir un effet d'aplatissement. Donc un anneau circulaire. Vous voyez qu'on ne va pas beaucoup améliorer la meilleure acuité. Par contre, cet anneau va pratiquement corriger en totalité la myopie et fortement aplatir la cornée. Encore un autre exemple qui montre un effet mixte, donc aplatissement, toricité. Ici, on a un kératocone qui est décentré. Vous voyez sur la carte d'élévation le kératocone qui est décentré. On va poser l'anneau en aval du cône de manière à réduire le cône et à le recentrer. Donc voici l'effet qu'on obtient. D'un point de vue visuel, on remonte fortement la meilleure acuité qui passe de 5 à 10, puisqu'on corrige les aberrations d'ordre supérieur. Et d'un point de vue réfractif, on va corriger aussi bien la myopie que l'astigmatisme. Un autre exemple qui ressemble au précédent, mais c'est un phénotype en canard, duck en anglais. Vous voyez qu'ici, on a l'hémiméridien inférieur qui est beaucoup plus cambré que l'hémiméridien cambré supérieur. Et donc, ça sera une très bonne indication à poser des anneaux de 160 degrés, mais cette fois asymétriques, avec l'extrémité distale la plus épaisse, positionnée en regard de l'hémiméridien cambré, le plus cambré inférieur. Et voici le résultat. Vous voyez que la carte différentielle montre un effet d'aplatissement plus marqué en regard de l'extrémité distale la plus épaisse, et ça permet de corriger, donc d'améliorer la vision comme précédemment, mais avec plus de précision. Alors en fait, ce qui est important à comprendre en matière d'anneaux intracornéens, c'est qu'à chaque anneau correspond un profil d'aplatissement, un pattern d'aplatissement. Vous voyez qu'ici, on a un anneau de 160 degrés qui va générer ce profil d'aplatissement, profil qu'on peut mesurer avec la carte différentielle.
d'autres anneaux qui vont générer un profil différent, etc. Donc en faisant varier le profil de l'anneau, on peut faire varier le profil d'aplatissement. Et tout le but de la manœuvre, choisir les bons anneaux pour les bons patients, ça revient finalement à choisir le bon profil d'aplatissement qui va au maximum neutraliser la déformation kératoconique. Il y a pratiquement une bijection, une correspondance, on peut pratiquement déduire quel anneau on a mis rien qu'en regardant la carte différentielle. Et on peut faire varier les choses qualitativement, mais également quantitativement. Vous voyez qu'on a les mêmes patterns d'aplatissement, mais plus marqués, en utilisant des anneaux de plus forte épaisseur. Et plus récemment, donc, les anneaux asymétriques sont venus rajouter des nouveaux patterns d'aplatissement qui viennent enrichir l'arsenal thérapeutique des anneaux intracornéens. Alors, pour reprendre ce qu'on disait au départ, la réhabilitation visuelle chirurgicale fait appel donc à la régularisation de la cornée. On a vu les anneaux, mais ne pas oublier que les anneaux constituent une des deux méthodes de régularisation, l'autre méthode étant le laser topoguidé, systématiquement réalisé avec un cross-linking. Pourquoi on fait les anneaux intracornéens avant le laser topoguidé, non pas l'inverse? Bien, parce que les anneaux intracornéens vont faire le gros de la régularisation cornéenne avec une moindre précision. Et dans un deuxième temps, quelques mois plus tard, minimum 3 mois, on va utiliser, quand c'est nécessaire, le laser topoguidé qui viendra affiner le résultat de l'anneau avec plus de précision. Donc cette prise en charge obéit à deux logiques. Premièrement, une logique d'économie tissulaire, puisque tout ce qu'on aura pu régulariser avec l'anneau, on n'aura pas besoin de le faire avec le laser. Donc c'est quand même intéressant, puisque c'est kératocone, on a intérêt à enlever le moins de tissu cornéen possible. Et deuxièmement, une logique de précision, puisqu'on aura plus de précision sur le deuxième temps opératoire de laser topoguidé pour corriger la réfraction avec un maximum de précision. Voici un exemple faisant appel à cette chirurgie combinée. Donc première étape, donc là il s'agit d'un kératocone un peu standard avec un Kmax à 53. Première étape, on utilise un anneau de 160 qui va faire le gros de la régularisation. Et vous voyez en bas la carte différentielle qui montre l'effet d'aplatissement de l'anneau. Deuxième temps, laser topoguidé. Vous voyez en bas la carte différentielle qui montre l'effet du laser topoguidé avec une hémétropisation du patient, alors qu'au départ, il était quand même avec une beaucoup moins bonne vision. Donc cette prise en charge combinée anneau puis laser permet d'améliorer la vision de deux manières. Premièrement, elle fait remonter la meilleure acuité en corrigeant les aberrations d'ordre supérieur, mais aussi et surtout, elle corrige la réfraction. Et parfois, jusqu'à un point, on arrive à une hémétropie post-opératoire. D'où le concept de chirurgie réfractive du kératocone. Alors pourquoi parler de chirurgie réfractive du kératocone alors que justement, le kératocone est une contre-indication à la chirurgie réfractive? Eh bien, premièrement, parce que tous les patients kératoconiques invariablement demandent, en tout cas formulent la demande de bien voir sans lunettes. Deuxièmement, parce qu'on utilise les mêmes outils thérapeutiques en chirurgie réfractive, à savoir le laser excimer, mais aussi les anneaux intracornéens qui, ne l'oublions pas, étaient initialement utilisés pour la chirurgie réfractive. Et enfin, parce qu'on a fait des considérables progrès tant dans notre expérience que dans les dispositifs disponibles qui permettent d'affiner et d'obtenir de meilleurs résultats. Néanmoins, il faut moduler le discours qu'on tient aux patients et leur promettre, enfin d'abord ne jamais rien leur promettre, mais en tout cas leur dire qu'on pourra remplir cet objectif de s'approcher d'une vision sans lunettes quand on a plutôt des facteurs de bon pronostic, que sont un stade peu avancé, comme dans cet exemple, une meilleure acuité qui n'est pas effondrée et une topographie favorable à bien répondre aux anneaux et en particulier ici décentré, avec un cône décentré. Inversement, lorsqu'on a des facteurs de mauvais pronostic, type kératocone très avancé, meilleure acuité effondrée, topographie peu favorable, il faudra leur dire qu'on améliorera certes leur vision, mais qu'on sera loin de pouvoir les autonomiser par rapport à une correction optique. Enfin, un dernier exemple d'une chirurgie combinée qui montre ici un kératocone en bonhomme de neige. C'est une bonne indication à poser deux anneaux asymétriques, 160 degrés, qui viennent se toucher en bas. Vous voyez, on améliore pas mal la vision et la réfraction avec les anneaux. Vous voyez ici la carte différentielle qui montre quasiment l'image en miroir du kératocone avec une quasi-normalisation de la topographie cornéenne. Et on finit le travail avec le laser topoguidé, faible photoablation, qui vient terminer le résultat. On est quasi une topographie normale avec une hémétropisation. Ça, c'est un résultat qui n'est pas constant, mais qui est quand même assez fréquemment obtenu. Donc voilà pour répondre à cette question jusqu'où on peut aller avec les anneaux, en tout cas bien plus loin qu'il y a quelques années grâce au progrès qu'on a fait. Donc les anneaux intracornéens permettent de faire remonter la meilleure acuité, mais également de corriger en partie ou en totalité leur amétropie sphéro-cylindrique,
N'oublions pas que les anneaux ne sont qu'un des éléments thérapeutiques dans la chirurgie de réhabilitation, les autres éléments étant le laser topoguidé dont on a parlé et les implants FAC de type ICL. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a aussi tout le facteur progression dont on n'a pas parlé mais qui est très important pour le kératocone. Merci.